Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en lançant leur projet entrepreneurial ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle et d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Je vous partage son expérience, ses émotions et ses rebondissements pour vous inviter à vous questionner, vous inspirer et vous montrer que c'est possible de suivre le chemin qui vous fait kiffer. Parler en public, c'est l'une des plus grosses peurs pour nous les femmes. Raconter son histoire et être authentique, monter sur scène et faire un TEDx, c'est impossible quand on est une grande timide. Eh bien, détrompez-vous, car Hélène Laloux, mon invitée du jour, l'a fait. Elle est montée sur scène devant des centaines de personnes et elle est aujourd'hui conférencière en entreprise où elle diffuse le pouvoir de la reconnaissance et l'amour. Oui, c'est surprenant et vous découvrirez pourquoi. Hélène a choisi de se réinventer pour avoir de l'impact et porter un message fort, celui de remettre l'humain au centre des organisations. Elle nous partage son histoire touchante, ses rêves, et nous montre que c'est possible de se réinventer pour celles qui le souhaitent. Hélène donne aussi des conseils pour toutes celles qui souhaitent maîtriser leur prise de parole en public. Je vous laisse découvrir notre conversation et le parcours de réinvention d'Hélène Laloux. Hello Hélène, je suis hyper contente de t'accueillir ici. Bonjour Nathalie, merci pour l'accueil. Du coup, j'aime bien commencer mes interviews en demandant quel est ton rêve, car tout commence par un rêve. Mon rêve, il a un rapport direct avec l'association que j'ai montée, les Mères Soleil. Ce serait de pouvoir créer des pouponnières à taille humaine pour les bébés qui sont abandonnés, pour qu'ils souffrent le moins possible des carences affectives et émotionnelles qu'ils peuvent avoir en fait à la naissance quand ils sont abandonnés et qui passent de main en main et qu'ils sont extrêmement nombreux dans les pouponnières actuelles. Donc ce serait mon rêve ultime, ça serait de réussir à créer vraiment des espaces comme ça en France. L'idéal, ce serait plein. Et également de faire la même chose dans mon pays d'origine en Inde. C'est un rêve à impact et qui a pour but d'améliorer la vie de beaucoup d'enfants en tout cas. Tu nous as parlé de ton association, mais tu ne fais pas que ça. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots, selon ce que tu souhaites dévoiler de ta personnalité? Alors, je suis maman déjà de 2 enfants, 2 petites filles de 4 et 10 ans. À côté de ça, donc, je vis dans les Hauts-de-France et je suis conférencière en entreprise. Mais je viens de me reconvertir en fait depuis quelques années en tant que conférencière. Avant, au préalable, j'ai travaillé 15 ans en tant qu'éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfant justement. Et donc, je me suis occupée pendant 15 ans d'enfants qui étaient placés par le juge des enfants. Et forcément, ça a marqué mon parcours. Et c'est aussi forcément en lien avec mon histoire. Et donc voilà, après 15 années de travail en tant qu'éduc, j'ai repris aussi des études de psychologie, de coach, donc je suis coach aussi. Mais voilà, mon métier principal actuellement, c'est conférencière en entreprise. Du coup, conférencière, c'est un métier qui fait un peu rêver. Quand on parle de conférence, on se dit des TEDx, des choses avec une speaker, avec un micro, une scène. Est-ce que tu peux me dire, avant de me dévoiler exactement en quoi ça consiste, comment tu es passée de le monde dans la petite enfance à conférencière? Oui, alors au bout de déjà 10 années en tant qu'éduc, j'ai ressenti quand même une grosse lassitude et ça devenait un milieu compliqué pour moi. En plus, je venais d'être maman. Donc forcément, quand ma fille a eu 3 ans, à peu près l'âge à laquelle on reçoit en fait les enfants chez nous, ça a fait écho. Et je me suis plus du tout sentie à ma place. Donc ça a été déjà un premier palier où je me suis dit, mais en fait, je pense que tu n'es plus faite pour ça actuellement, ou tu es trop fatiguée, mais en tout cas, tu fais plus forcément très bien ton job comme au début. Et je m'étais toujours dit, si tu as peur un jour où tu penses que tu pourrais devenir maltraitante, il faut arrêter. Donc j'ai arrêté. En fait, j'ai démissionné de mon CDI pour arrêter. Et en fait, 2 ans avant, j'avais repris déjà des études de psycho. Donc en fait, j'ai continué mes études de psycho jusqu'à la fin. Et en fait, ça a continué un peu à gamberger dans ma tête. J'ai continué un petit peu à réfléchir à ce que je voulais faire, en sachant que dans ma tête, à ce moment-là, je voulais vraiment être psychologue.
J'ai raté la dernière épreuve en psychologie, donc je n'ai pas eu mon diplôme officiel. J'ai fait tout le master 2, mais je n'ai pas eu mon diplôme officiel. Et donc, je suis retournée finalement dans le milieu du social et de la protection de l'enfance et j'ai retravaillé une année complète en tant qu'éduc à l'aide sociale à l'enfance. C'est le département et c'est eux en fait qui ont en charge les enfants qui sont placés. Et ça a été l'année 2019-2020. Donc, comme tout le monde le sait, 2020, c'était le Covid. Ça a été très compliqué à gérer le Covid au niveau du travail parce que le département, enfin comme beaucoup d'entreprises, n'était pas prêt du tout. Et puis comment faire à distance avec des personnes qui sont en grande précarité et avec des enfants qui ont besoin de nous en fait. C'est impossible de faire de la visio, de faire des rendez-vous téléphoniques. C'est vraiment un métier de contact, c'est un métier où tu es en contact avec l'humain directement. Donc ça a été très compliqué, mais ça a été très salvateur pour moi parce que ça m'a permis de réfléchir encore plus à ce que je voulais faire en me disant non mais là c'est sûr, tu ne peux plus faire ça. C'était sûr. Il m'a refallu une année. Et puis, à la fin du confinement, là, en juin 2020, j'ai perdu quelqu'un de ma famille, très jeune, qui avait mon âge. Et de ce fait-là, ça a été l'électrochoc où je me suis dit, mais en fait, t'as qu'une vie. Il faut que tu réalises tes rêves parce qu'en fait, tu n'as qu'une vie. Tu peux mourir du jour au lendemain. Et ça a été un vrai électrochoc pour moi. Et finalement, ça a été le moteur de mon changement. Et donc là, je me suis inscrite à l'école de coaching. Ça a duré une année d'études. Et au cours de cette année-là, au final, j'ai pris conscience que cette école de coaching m'avait permis au final de me coacher moi-même, vraiment. En fait, par le biais des études, tu te poses des questions que tu ne te serais même jamais posées avant. Et au cours de cette année de coaching, donc j'avais pas encore mon diplôme, je me suis fait coacher par un coach en fait pour monter ma boîte parce que je n'y connaissais rien et parce que je sortais quand même de 15 ans dans le social et ça n'a rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, au cours de ce coaching, j'ai pris conscience d'énormément de choses et surtout, j'ai osé avouer à ce coach que mon rêve c'était de monter sur scène un jour. Je savais pas comment, je savais pas quoi. Mais je lui annonce un jour comme ça, en fait, je rêverais de monter sur scène. Mais je suis une très grande timide. En réunion, j'étais incapable de parler devant 3 personnes. Quoi. J'étais terrorisée. J'en étais malade 3 jours avant. Donc voilà, donc je lui balance ça en me disant, bah ouais, de toute façon, c'est un rêve. Mais vu comme tu es timide et maladive, quand tu dois prendre la parole, c'est même pas la peine, ça n'ira jamais et tu pourras jamais le réaliser. Mais c'est tout. J'avais lancé ça. Et je pense que de l'avoir sorti de moi, déjà, ça a travaillé dans ma tête. Et un jour, il revient et il me dit je connais l'organisateur d'un TEDx à Lille. Est-ce que tu veux que je donne ton nom? Il y en a un qui est organisé cette année. Tu veux ou pas? Et je vais donner le nom d'autres personnes que je connais. Je dis bah, ok, mais tu vois, ça reste vraiment dans ma tête un fantasme et quelque chose qui ne se passera jamais. Dans ma tête, il n'y avait aucune raison qu'on me choisisse moi à la place d'une autre personne, surtout que je n'avais jamais mis de ma vie les pieds sur une scène. À ma grande surprise, j'ai été retenue. Et donc là, il a fallu que j'écrive une conf de 15 à 18 minutes, comme ça, sans rien connaître à rien, au monde du spectacle, puis surtout à ce que je voulais dire, je ne savais pas. Et puis, voilà, j'ai sauté dans le vide. Je me suis dit, si tu as adoré être sur scène, tu fonces, tu te formes pour être conférencière, et puis tu y vas. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai adoré ces 18 minutes sur scène, même si clairement, avec du recul, j'étais absolument pas excellente, mais c'était ma première. Mais j'ai adoré, vraiment. Et c'est là où quelques semaines après, je me suis inscrite à l'école de conférencier de Michel Poulart, qui est un des plus grands conférenciers français. Et puis, j'ai fait sa formation avec Michel, qui m'a appris tout, clairement, qui continue à m'apprendre tout, d'ailleurs. Et ça a été une vraie révélation. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me dire t'as pas le droit, tu peux pas y arriver. Tout est possible, en fait. C'est tellement riche, j'ai tellement de questions à te poser et rebondir sur ça. Du coup, j'ai envie de te poser la première question qui est, tu me dis que tu as révélé ton rêve, un de tes rêves, parce que tu m'as parlé de ton premier rêve en première question, de monter sur scène. Et je pense que c'est le rêve secret de beaucoup de femmes. Mais comme tu le dis, il y a ces croyances limitantes un petit peu et ces blocages, ces auto-sabotages qu'on se met. Comme tu l'as évoqué, je ne peux pas faire ça, mais qui je suis pour monter sur scène, je n'y connais rien. Du coup, comment tu as fait pour préparer cette épreuve, ce saut en parachute, ton premier saut en parachute dans l'entrepreneuriat qui a été peut-être de monter sur scène avec le TEDx? Comment tu t'es préparé et comment tu as fait face à une des plus grandes peurs des personnes, celle de parler en public sur scène? En fait, le TEDx que j'ai fait, c'était le thème sur le contrôle, la perte de contrôle de sa vie. Et donc, en fait, moi, je suis vraiment partie de ma propre histoire, qui est qu'à la naissance, j'ai été abandonnée. J'ai perdu ma famille et c'est pour ça que j'ai été adoptée derrière en France à l'âge de 16 mois. Et en fait, je suis partie vraiment de quelque chose qui était en moi
Et donc, je trouve que c'était beaucoup plus facile parce que je pouvais l'incarner complètement. Je l'incarnais, en fait. Tout ce que je disais, je l'incarnais. C'était vrai. Il n'y avait pas de faux semblants. Et c'était vraiment tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Dans Stedix, j'ai parlé d'énormément de choses. Et de ce fait-là, pour une toute première, finalement, ça a été le plus dur parce que c'est la première fois que je me dévoilais autant, que je parlais de mon histoire, que je parlais des épreuves que j'avais dû passer pour en arriver là où je suis. Et à la fois, ça a été le plus facile parce que je parlais de moi finalement. Donc à la fois, c'est très bizarre parce qu'à la fois, c'était le plus difficile et à la fois le plus facile. Parce que le plus difficile, parce que je parle de moi, et à la fois le plus facile parce que il n'y a que moi qui me connais mieux que personne d'autre pour pouvoir justement délivrer un message inspirant derrière. Et c'est ce qui m'a tenu aussi à cœur et ce qui a fait que j'ai réussi à dépasser le regard des autres et à dépasser tous ces gens qui étaient devant moi, c'était de me dire, tu as un vrai message inspirant à faire passer, passe-le. C'est peut-être la seule fois de ta vie que tu monteras sur scène. Alors vas-y à fond. Tu regretterais trop derrière. Et ça, je ne voulais surtout pas regretter derrière. Et je m'étais dit, si tu as pour une fois dans ta vie la possibilité de parler, de dire les choses, et de t'exprimer comme toi, tu en as envie, tu le fais. Donc, j'ai vraiment écrit ma conférence avec donc, les idées principales, parce qu'il faut tenir quand même que 18 minutes, mais en osant tout que je voulais. Par exemple, je ne sais pas chanter du tout. Je suis arrivée en montant sur scène en chantant. J'ai vraiment fait ce que je voulais en me disant, on s'en fout, parce que de toute manière, si j'étais à la place d'une personne en public, je me dirais, elle a osé, c'est cool, elle le fait. Je pourrais me dire que ça, donc je me suis dit, allez, ils sont là, ils sont bienveillants normalement. Ils sont là pour passer un bon moment. Arrête d'être trop dur avec toi-même. C'est vraiment cette partie-là qui était le plus difficile. Et donc, pour réussir à dépasser ça, en fait, j'ai bossé, clairement. Quand j'ai écrit ma conférence, j'ai fait que répéter pendant des heures et des heures. C'était le secret. C'était de répéter sans cesse. Pour le jour même, avec le stress, forcément, c'est beaucoup plus dur à gérer. En tout cas, j'avais au moins ce truc de me dire, tu connais par cœur ton truc, tu l'incarnes vraiment. Et donc, il n'y a pas de raison que ça aille pas, quoi. C'est tout fonce maintenant. C'est peut-être la seule fois de ta vie que tu monteras sur scène, alors vas-y. C'est vraiment ça qui m'a motivée à occulter un peu le regard des autres. J'adore surtout la partie où tu expliques que tu as incarné vraiment ton message et le fait que tu t'es dit, en fait, j'arrête d'être dur avec moi-même, je le fais et au moins j'aurai inspiré au moins une personne en rentrant sur scène, en chantant. Comme ça, la personne se dira, elle a fait, elle a osé. C'est exactement le message que je souhaite passer à travers ce podcast où j'interviewe des femmes comme toi pour montrer que justement c'est possible de partir d'un rêve, de partir de soi, de ce qu'on veut faire passer comme message et d'impacter au moins une personne. Mais toi, tu as impacté beaucoup plus de personnes parce que du coup, maintenant, tu es devenue conférencière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier d'aujourd'hui? Ça veut dire quoi être conférencière en entreprise et quel message tu véhicules? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire inspirer les gens à travers des histoires, c'est surtout des histoires en fait que tu délivres au cours de ta conférence avec un vrai message impactant derrière. C'est pas je raconte une histoire pour dire de raconter une histoire, ça sert à rien. L'objectif c'est que derrière, déjà les personnes qui sont en face de toi et vraiment ce sentiment que l'histoire que tu racontes c'est aussi la leur. C'est vraiment ça qui est prioritaire. C'est réussir à se mettre dans la peau des autres. Moi en tant que conférencière, pour que la personne en face et toutes les personnes en face se disent mais moi j'ai vécu ça à un moment donné dans ma vie et que derrière en tant que conférencière je puisse délivrer des clés et pour justement se sortir de ce problème que j'aurais évoqué à travers une histoire ou quelque chose comme ça. Et donc c'est vraiment ça, une histoire d'inspiration et de motivation sur n'importe quel problème qu'il peut y avoir en entreprise. Mais moi je suis spécialisée du pouvoir de la reconnaissance. Et donc, l'objectif, c'est d'accompagner chaque personne, chaque manager et chaque leader à faire en sorte que les collaborateurs se sentent tous à leur place et puissent déployer vraiment tout leur potentiel au bénéfice de l'entreprise. Et donc, trouver sa place, c'est quelque chose qui est très compliqué souvent en entreprise, qui n'est pas toujours facile, c'est pas inné. Et en fait, ce thème, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que finalement, j'ai mis plus de 30 ans à trouver ma place, moi. Et donc, c'est pareil, dans ma conférence, forcément, je parle aussi de mon histoire et je parle des clés et de comment j'ai fait, moi, pour trouver ma place. Vraiment dans le monde en général, au sein de ma famille, au sein de ma famille actuelle et comment on fait et le transposer à une entreprise. Comment on peut
trouver sa place dans une entreprise, s'y sentir bien et rester dans cette boîte et pouvoir donner tout son potentiel en fait au service de l'entreprise. Donc c'est vraiment ça. Et trouver ma place, ouais, je me sens moi complètement légitime de parler de ça, de reconnaissance et de place, parce que à travers toute mon histoire, c'est ce que j'ai vécu. Je me suis moi enfermée dans un rôle pendant des années au vu de mon histoire d'adoption. Et en fait, ça m'a bouffé, ça m'a détruit. L'objectif, c'était de réussir à s'en sortir, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est le message que je veux délivrer aussi à travers mes conférences, c'est que sa place, il faut se la faire en fait. Et on peut se la faire tous. Et il n'y a aucune raison qu'on nous dicte ce qu'on doit faire, et qu'à un moment donné, si tu ne te sens plus à ta place, eh ben, faut trouver une solution, en tout cas pour la retrouver et pouvoir éliminer aussi ton entourage et pouvoir donner le meilleur de toi-même à ton entourage. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné une place que c'est la bonne. Il faut savoir la prendre, et il faut savoir la prendre en t'écoutant toi. Et c'est aussi vraiment un des messages de ma conférence, qui s'appelle d'ailleurs « Parlons d'amour, bordel ». Parce que c'est, pour moi, c'est ultra important de parler d'amour en entreprise. On en parle très peu. Parler d'amour, c'est très tabou en entreprise. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, parce que c'est un vrai message d'amour et de pardon, moi, dans ma conférence. Hyper inspirant. J'ai envie de revenir avant de parler de ta conférence, et du coup, effectivement, hyper étonnant de parler d'amour dans l'entreprise, de revenir sur la thématique de ton TEDx. Il me semble que c'est, et tu l'as dit, le fait de comment se sentir vivante. C'est bien ça? En fait, oui, ça fait partie de ce que je dis dans ma conférence TEDx. Le titre, c'est l'amour en héritage, parce que finalement, c'est le message que je voulais aussi délivrer à travers ce TEDx, que finalement, il reste que l'amour dans cette histoire, même si on parle d'abandon au final. D'accord. Moi, j'avais vu le titre, tu vois, comment se sentir vivante, avec le fait de quand on ne trouve pas sa place, justement, quand on ne prend pas sa place, on s'éteint un petit peu à petit feu. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui restent en entreprise dans des postes qui ne leur correspondent pas. Elles sont dans une case, elles gardent la place qu'on leur a donnée, elles ne prennent pas la place qu'elles voudraient avoir. Est-ce que toi, du coup, à travers tes conférences et le message que tu veux porter, tu incites aussi les femmes justement à se questionner, à se réinventer, à partir d'elles pour trouver la place qui les fait vibrer? Alors, c'est pas un message que je délivre spécifiquement aux femmes en général, c'est vraiment un message que je délivre à toute personne en fait, parce que je considère que je considère pas que les femmes en aient plus besoin que les hommes, même si clairement c'est plus dur de trouver sa place en tant que femme. Mais là, clairement, j'ai pas fait une conférence spécifiquement pour les femmes, je l'ai vraiment fait pour tout public. D'accord, donc revenons à l'amour. Alors, tu parles de l'amour dans tes conférences, et c'est, comme je le disais, hyper étonnant de parler d'amour en entreprise. En entreprise, on parle de performance, de productivité, de chiffre d'affaires, de marge, de rentabilité, et on ne parle pas forcément d'amour. Est-ce que ça a vraiment sa place en entreprise, et comment tu amènes le sujet? Alors oui, pour moi, ça a clairement sa place. Et j'amène le sujet en parlant surtout de l'étymologie du mot amour, et que le mot amour, c'est pas que la passion amoureuse, c'est surtout l'acceptation de la différence. Et c'est autour de ça que toute ma conférence tourne, parce que finalement, quand tu es dans une entreprise, chaque personne est unique et différente, et que c'est en réussissant à exploiter le potentiel de chacun et les forces de chacun qu'une entreprise peut réussir à créer une vraie dynamique et un vrai engagement de la part des collaborateurs. Et donc, je tourne vraiment ma conférence autour de ça, des différences de chacun, et de comment accepter l'autre, et pourquoi accepter l'autre, ça peut être une vraie richesse pour l'entreprise. Je tourne vraiment autour de ça, parce que c'est une des définitions du mot amour, c'est l'acceptation de la différence de l'autre, et donc je l'ai pris sur ce flanc-là, en fait, du mot amour. Du coup, à travers l'amour, je pense que tu remets l'humain au centre des organisations, et c'est vrai que c'est un côté qui manque un petit peu. Comment tu abordes aussi ça, le fait de mettre en avant les différences, comme tu le disais? Comment tu arrives à convaincre des personnes d'avoir cette conférence et de remettre justement l'humain au cœur des entreprises? Bonne question. Voilà, tu vois, c'était sûr. Non, mais en fait, je suis en train de faire tout un travail là-dessus, moi, en marketing et communication. Donc, je suis en plein dedans. Parce que là, je suis en train de vraiment faire tout un travail de vente, de communication. Et c'est le nœud du truc, justement, que je suis en train d'essayer de délier pour justement réussir à pouvoir vendre des conférences en entreprise le plus possible, parce que je lance mon activité et que c'est
très compliqué de faire passer ce message encore, parce que quand tu parles d'amour en entreprise, tu peux vite passer pour quelqu'un de niais, tu peux vite passer pour le monde des bisounours, mais en fait, je veux mettre l'accent, moi, sur le fait que, premier lieu, avant d'avoir ce statut, avant d'avoir cette étiquette de, je sais pas, de manager, de directeur, de PDG, avant tout, on est des humains. Et donc, je veux, moi, en tout cas, axer tout sur le fait que, avant d'avoir cette étiquette, on est quelqu'un, on a des émotions, on vit des choses, on n'est pas un être solitaire et on vit en famille, on vit dans un groupe. Et je mets l'accent beaucoup là-dessus parce que comme tu disais tout à l'heure, rentabilité, productivité, chiffres, en fait, on en perd très vite l'essentiel de ce qu'est la vie, en fait. Et c'est pour ça que moi, c'est indispensable pour moi de parler de remettre l'humain en cœur de l'organisation, parce que c'est ça qui fera, moi je suis persuadée, c'est de remettre l'humain en cœur des organisations qui fera qu'on s'intéressera à nouveau à la personne en elle-même et que cette personne, elle pourra enfin s'illuminer, éclairer et servir. Parce que finalement, de par ma propre expérience, qui n'est pas très vieille, je ne suis pas très vieille, moi, c'est ces clés-là qui ont fait que j'ai pu enfin être moi-même et que j'ai pu vraiment, et que je suis en train de réaliser vraiment mon rêve, en fait. Parce que je me suis recentrée sur à la fois mes rêves et à la fois toutes les forces et toutes les capacités que j'avais. Je me suis appuyée de ça, de toutes mes forces. Je me suis appuyée de mon histoire. Je me suis appuyée vraiment de la confiance que je pouvais avoir en moi qui était très loin pendant très longtemps, pour justement me dire c'est maintenant ou jamais. Et donc, c'est en me recentrant sur mon être à moi que moi j'ai pu le faire. Et donc je suis persuadée que les organisations, si elles se recentrent vraiment sur chaque être humain qui compose l'organisation, ça pourrait faire quelque chose de superbe, quoi. Tu parles aussi dans tes propos de oser être soi, repartir de soi. Et c'est vrai que la réinvention professionnelle, c'est partir à l'exploration de qui on est, c'est partir à la découverte de cet être qu'on a beaucoup oublié, qui est soi-même, et qu'on n'apprend pas à l'école. On n'apprend pas à savoir qui on est, on n'apprend pas à connaître ses rêves. Comment tu as vécu du coup cette réinvention professionnelle et qu'est-ce que tu as appris sur toi qui t'a étonné et que tu voudrais partager? Alors ça a été des années compliquées, franchement. J'ai jamais autant pleuré de ma vie, je crois, clairement. Parce qu'un changement, c'est toujours très compliqué au final. Malgré tout, même si on veut quitter la douleur, la souffrance d'un travail qui nous plaît plus ou d'une vie qui nous plaît plus, finalement, notre cerveau, il est quand même fait pour préférer le plaisir. Et donc, tout changement, ça nécessite forcément de la douleur et donc, c'est quand même compliqué. Donc, j'avoue que ça a été des années compliquées, vraiment. Et de cette là, ces années, franchement, d'introspection, où j'ai réépluché l'oignon pour arriver au cœur, parce que c'est ce qui s'est passé, j'ai pris conscience qu'en fait, en tout cas, moi, j'avais énormément de capacités insoupçonnées. Parce qu'en fait, je l'ai caché sous du paraître. Je l'ai caché sous des dictats un peu de la société où on te demandait comme ça d'être une super mère, de jamais te plaindre parce que tu es en CDI donc tout va bien. Si tu es en CDI, tu peux pas te plaindre parce que tu as de quoi vivre, tu as tout ce qu'il faut, tu as la sécurité de l'emploi alors qu'il y en a qui n'ont rien et qui voudraient que ça. Enfin, tous les dictats de la société qu'on a tous, hommes ou femmes. Moi, je m'étais cachée derrière, vraiment, parce que ça m'arrangeait bien aussi pendant un temps et parce que ça me permettait de ne pas me poser de questions. Mais du jour où tu te poses des questions, je pense qu'après, en fait, quand tu commences le changement, tu ne peux plus l'arrêter. Et donc, j'ai appris vraiment que, en fait, on a en nous, quand tu rallumes cette lumière, on a en nous quelque chose d'incroyable. C'est comme un volcan. Quand ça explose, ça explose. Et là, tu peux tout faire. Et j'ai appris que je me suis dit vraiment, mais en fait, tout est possible. Et à ce jour, je suis convaincue que je pourrais réaliser tous mes rêves. Ça prendra le temps que ça prendra. Et même les plus fous, même ceux au préalable où je m'étais dit, mais t'es taré, quoi. C'est mort, tu le feras jamais. Et puis, qu'est-ce que les gens vont penser, machin. Enfin, voilà, maintenant, je suis plus du tout là-dedans. Et j'ai énormément appris et travaillé sur le regard que les autres ont sur moi. Parce qu'en général, ça bloque aussi. Il n'y a pas que nous qui nous mettons des limites. Il y a aussi beaucoup la peur du regard de l'autre qui fait que on préfère ne rien faire que d'agir parce que c'est pas évident de se faire juger par les gens et on se fait très vite juger par les gens et les réseaux sociaux, ça aide pas du tout. Les critiques, enfin voilà, quand tu commences à t'exposer sur les réseaux sociaux, voilà, il faut que tu sois prêt à être critiqué. Donc, rendu compte que me faire confiance, ça a été salvateur pour moi. Alors qu'avant, je ne me faisais pas confiance. Donc, me faire confiance et m'écouter, ça a été vraiment les clés qui font que maintenant, dans ma tête, je ne me mets plus de limites, je sais que tout est possible. Tu es donc inarrêtable. Et on dit justement que l'aventure de changer, de se réinventer, ça se vit rarement seul. On a souvent des guides, des personnes, des mentors ou des rencontres. Est-ce qu'il y a quelque chose, une personne qui t'a aidé, que tu voudrais nous partager là aussi?
Bah, moi, j'en ai plein. J'ai toujours dit que, clairement, déjà d'avoir mon mari à mes côtés qui me soutiennent à fond. Sans lui, j'aurais jamais rien pu faire. J'aurais pas pu faire un quart de ce que j'ai fait sans lui. Sans son soutien, sans le regard qu'il pose sur moi, ça, clairement, j'aurais jamais pu. Après, voilà, j'ai rencontré plein de personnes sur ma route. Le coach dont je vous ai parlé tout à l'heure, Arnaud, qui a été une vraie révélation de qui je suis vraiment au fond. C'est le premier qui a cru en moi. C'est le premier qui a eu confiance en moi. C'est le premier qui m'a dit que j'étais capable. Et c'est le premier qui m'a dit, mais fonce, en fait, tu pourrais aller loin. Vraiment. Et là-dessus, du jour où il m'a dit ça, ça a fait son chemin. Et en fait, je ne me suis plus jamais arrêtée. Donc lui, ça a été vraiment le premier à m'avoir accordé cette confiance, vraiment, en fait. Et à m'avoir poussée. Et reconnaissante de ce qu'il a fait pour moi tout le temps. Parce que je pense que sans son coup de pied aux fesses, je n'en serais pas là où j'en suis, clairement. Et puis, Michel Poulart. L'école des conférenciers, en fait, quand j'ai fait l'école des conférenciers, j'avais déjà travaillé psychologiquement sur moi pendant des années. Et donc, j'étais persuadée que le max du travail avait été fait, tu vois. Je m'étais dit, c'est bon. Et en fait, je suis arrivée là-bas. Et quand je suis arrivée là-bas, donc il y avait Michel, Anne et Adrien, nos 3 profs. Et en fait, le travail n'était pas fait entièrement du tout. Et j'ai découvert qu'en montant sur scène, c'était éplucher l'oignon encore plus. Parce qu'en fait, sur scène, tu ne peux pas tricher. Sur scène, tu dois être complètement en accord avec ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu montres, tout. Et donc, j'ai découvert vraiment en rentrant dans le monde des conférenciers et grâce à Michel, que tout le travail vraiment de connaissance de moi-même, de qui je suis, de quels sont mes points forts, quelles sont mes vulnérabilités, comment utiliser mes vulnérabilités pour en faire une force. J'ai fait tout ce travail-là avec Michel, Adrien et Anne à l'école des conférenciers. Et voilà. Et donc, c'est vraiment des personnes qui m'ont plus que porté, qui m'ont énormément apporté. Et j'ai fait là, en 4 mois d'école de conférencier, un travail immense qui aurait peut-être pu prendre 1 ou 2 ans, tout simplement parce que sur scène, comme je disais, tu es obligé, tu dois être congruent complètement. Tu ne peux pas faire semblant. Ça se voit trop sur scène. C'est très marrant parce qu'on faisait des exercices. On voyait nos camarades parler, faire leurs conférences. Moi, je la faisais, on le faisait tous. Et c'est impressionnant comment on voyait quand la personne, elle n'était pas du tout alignée avec ce qu'elle disait. C'est incroyable. Et donc, ce travail a été obligatoire. Et donc, forcément que ça m'a appris de fou sur moi. Ça m'a appris énormément sur le métier de conférencier, sur le métier de la scène, sur comment être très généreux sur scène. Ça m'a appris énormément de choses. Et pour ça, voilà, c'est un immense merci et énormément de gratitude à Michel, Anne et Adrien parce qu'ils m'ont appris énormément en très peu de temps. Et puis, en conférence, tu es filmé très souvent. Donc, moi, je l'ai été avec mes camarades. J'ai fait derrière un teaser vidéo pour présenter ce que je faisais en conférence. Et pareil, en fait, quand tu es face à une caméra, c'est pareil, en fait. Tu ne peux pas tricher. Et donc, c'est un exercice incroyable aussi à faire parce que tu dois être toi-même. Tu te dois, en tout cas, de donner le meilleur au public. Et donc, tu te dois d'être toi-même pour que le public se dise, mais oui, en fait, ce qu'elle dit, elle le fait. C'est pas juste du pipeau, une actrice et voilà, du tout. Donc voilà, j'ai énormément de gratitude aussi envers toutes ces personnes de l'école de conférenciers avec qui j'ai pu travailler et tous mes collègues de promo d'ailleurs, que j'embrasse aussi. Le message est passé. Et justement, en termes de partage, il y a beaucoup de femmes qui nous suivent et qui suivent ce podcast ou que j'ai en contact sur LinkedIn qui veulent travailler sur leur visibilité. Du coup, elles travaillent sur des ateliers, elles proposent des ateliers, des mini-conférences. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour ces femmes qui veulent parler devant un public pour se préparer? Est-ce que tu as des tips de conférencière professionnelle à nous partager? Déjà, bien préparer déjà son intervention, ça c'est primordial. Clairement, il n'y a pas de secret. Il faut que tu connaisses entièrement le sujet que tu évoques. Parce que sinon, à un moment donné, ça va se voir et ça va se sentir. Ça, c'est clair et net. Ensuite, je pense qu'il y a une grosse partie de lâcher prise et se faire confiance. Je pense que c'est l'essentiel parce que souvent, le stress, il arrive d'un manque de confiance et de « je veux tout contrôler ». Et finalement, ça ne se passe jamais comme on veut. En tout cas, moi, les conférences que j'ai faites, pas une ne s'est passée de la même façon que l'autre. Parce que tu as un public différent. Donc, quoi qu'il arrive, rien ne se passe comme tu as prévu. Donc, connaître ton sujet très bien, ta conf, ce que tu as besoin de dire à ce moment-là, c'est indispensable pour justement pallier à tous les aléas qu'il y aura derrière. Et puis aussi se dire, mais je suis légitime.
Parce que si tu décides de monter un atelier, si tu décides de faire une conférence, c'est pas juste pour le plaisir, c'est parce que tu as un vrai message à délivrer. Et donc, il faut toujours, je pense, se raccrocher, toujours se raccrocher à ce message et à ce pourquoi je suis là. Pourquoi je suis sur cette scène, pourquoi je suis derrière mon écran à faire un atelier. Est-ce qu'il y a du sens derrière? S'il n'y en a pas, oui, ça va être chaud, ça va être l'enfer. Par contre, si tu sais pourquoi tu le fais, c'est ce qui m'a porté, moi, à mon TEDx en soi. Si tu sais pourquoi, ça ira. Quoi qu'il arrive, ça ira. Et il y aura peut-être des moments où ce sera plus compliqué parce qu'il y a un problème technique ou je sais pas quoi. Mais le message, il sera passé et c'est ça que les gens retiennent, en fait. Les gens ne vont pas retenir que là, je sais pas, ta langue à la fourchée. Ils s'en foutent, en fait, complètement. Ce qu'ils retiennent, c'est l'émotion que tu vas leur apporter, l'émotion que tu vas leur provoquer, et ils ne retiendront quasiment que l'émotion que tu vas leur apporter. Donc, si au niveau de ton message, il est assez impactant, assez puissant, et que la majorité des personnes qui sont face à toi arrivent à s'inclure et à être, se sentent complètement concernés par ce que tu dis, ça roulera en fait. Complètement, j'en suis convaincue. Et aussi, une dernière chose, c'est arrêter d'être dur avec soi-même. Parce qu'en fait, en général, on est beaucoup plus dur avec soi-même que les gens sont durs avec nous. Moi, par exemple, je sais que c'est un long travail, c'est que je suis trop dure avec moi-même. Et en fait, quand je fais des confs, j'ai des retours de fou derrière. Alors que moi, je suis toujours pas satisfaite d'un truc, machin et rien. Et je me fais toute une montagne si je sais pas, là, j'ai un trou de mémoire de 3 secondes. En fait, les gens, ils vont même pas le voir, en fait. Vraiment. C'est toi. Ils connaissent pas ton texte, ils le savent pas. Donc, le maître mot, c'est vraiment ça. Se faire confiance, lâcher prise et ne pas être trop dur avec soi-même. Vraiment. Super conseil, je pense que ça en aidera beaucoup. Je t'ai pas posé la question justement de comment tu organises ton temps entre ton association, ton travail de conférencière et ta vie de maman. Comment tu fais ça? Eh ben, en fait, c'est pas trop compliqué. J'arrive en fait je bosse de 9h à 16h30 quand les filles sont à l'école, tout simplement. Franchement, c'est pas trop compliqué parce que j'ai cette liberté justement en tant que conférencière de travailler de chez moi et de partir en conférence que quand j'ai des conférences en fait. Et donc j'ai beaucoup de temps pour communiquer, j'ai du temps pour préparer ma conférence, j'ai du temps pour l'écrire, pour la potasser, pour continuer à me mettre à jour de toutes les infos qu'il y a et de toutes les actualités qu'il y a parce qu'il n'y a pas le choix dans le monde de l'entreprise. Et puis, bon, c'est un petit peu plus dur actuellement de me consacrer à l'association parce que je développe ma boîte. Et donc, c'est compliqué de faire les deux. Mais là, on vient de tourner un film documentaire qui va sortir à la fin de l'année. Et donc, j'ai quand même trouvé le temps de faire des journées entières de tournage pour l'association. Donc, ça, c'est chouette. Mais ouais, ça, par rapport à l'association, forcément, j'ai un peu moins de temps. Et ça demande énormément de travail parce qu'elle n'a qu'1 an et on n'est que 2 pour l'instant. Donc, je porte un peu beaucoup. Et qu'avec ma boîte, il y a des priorités. Et donc, je pense que le maître mot, c'est de prioriser ce qui est important, c'est-à-dire mes filles, donc passer du temps avec le matin avant l'école et le soir dès qu'elles rentrent. Ça, je ne déroge pas à cette règle-là. Quitte à retravailler après quand elles sont couchées à 8h. Et après, voilà, je fais par priorité. Là, la priorité, c'est de développer mon entreprise. Et après, derrière, même si j'ai trouvé du temps pour tourner ce film, je pourrais me consacrer pleinement à mon association. Et quel impact tu as envie d'avoir justement avec tes multicasquettes, femme, maman, entrepreneur, présidente d'association? Et de ne pas se mettre de limites vraiment. Et, si ça peut inspirer quelques femmes à se dire mais en fait c'est faisable. En fait non, c'est pas impossible. On peut y arriver. Alors je mets des guillemets toujours, hein, je le redis, moi j'ai cette chance d'être entourée. J'ai cette chance d'avoir un mari qui m'épaule à fond. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Il y en a beaucoup qui vivent seules avec leurs enfants, donc j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, j'ai cette chance aussi d'avoir une famille élargie qui, quand je dois partir en conférence 2-3 jours ou j'en sais rien, ils sont là pour mes enfants. Donc j'ai cette chance-là. Ça s'est pas fait comme ça et je vis pas dans le monde des bisounours. Mais voilà, c'est vraiment une organisation qu'il faut avoir. Et si tu es organisé, si tu crois, je pense que, j'espère pouvoir laisser cette trace que tout est possible et qu'on peut laisser une trace. C'est montrer qu'en fait, on peut tous prendre notre place sur cette terre, même si au tout début, la vie, elle a tout fait pour que tu sois pas là, parce que moi, c'est mon histoire. Moi, à la naissance, j'aurais dû être morte, donc je devrais pas être là. Et en fait, je suis là et je fais quelque chose. Et ça peut donner l'espoir à toute personne qui a vécu des souffrances, des douleurs et qui a un passé compliqué, se dire, mais en fait, si on est là, sur cette terre, si on a envie, c'est qu'on a une raison, c'est pas pour rien. Si moi, j'ai survécu à la naissance,
c'est pour quelque chose. C'est pas pour attendre que le temps passe et attendre la mort. C'est vraiment pour impacter en fonction de ce qui est au fond de ton cœur et de ce que tu as envie de délivrer comme message. Donc ça peut donner un vrai message d'espoir à toutes les personnes qui ont vécu des difficultés, enfin comme tout le monde en fait, tout le monde en a vécu, qui sont en grande souffrance ou qui ont eu un passé très compliqué, se dire en fait oui, je peux faire de mes vulnérabilités une vraie force, tant mieux. Quel beau message, en tout cas, il est passé. Et du coup, est-ce que tu aurais une phrase fétiche ou un mantra à nous partager pour nous inspirer? Moi, il y a une phrase d'Oprah Winfrey qui m'a marquée il y a quelques années, c'est « On devient ce que l'on croit ». Et en fait, je trouve qu'elle est géniale, cette phrase, parce que justement, ça permet de dépasser toutes les limites, de rêver très grand, parce que si tu crois fort, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Ça prendra le temps que ça prendra, ce ne sera pas le lendemain, ce ne sera pas dans un an, ce sera peut-être dans 15 ans, mais ce n'est pas grave. Et cette phrase, elle veut vraiment, c'est un vrai message d'espoir, je trouve. Se dire, si tu as la foi, si tu crois, il n'y a aucune raison que tu ne deviennes pas ce que tu as envie de devenir. Et il n'y a aucune raison que tu ne laisses pas la trace que tu as envie de laisser dans le monde. C'est une belle phrase très, très inspirante. Merci pour ce partage. J'ai envie de rebondir justement en te disant que avoir un rêve, c'est hyper important et c'est ça qui va te driver, qui va driver ton énergie. Mais tu nous as parlé aussi de la peur du jugement extérieur, de l'entourage qui peut-être parfois ne croit pas en toi, te fait des petites remarques désobligeantes. Comment on gère ça quand on réinvente sa vie? Comment tu as fait, toi? En fait, ça se fait naturellement. Au final, les gens qui croient en toi, en fait, ils vont rester dans ton cercle. Et en fait, naturellement, les gens qui ne croient pas en toi vont partir sans que presque tu t'en rends compte. En fait, je prends conscience de ça. Et ça se fait de façon fluide, je trouve. Alors, ça ne veut pas dire que ça fait pas mal. Ça ne veut pas dire que c'est pas compliqué à gérer des fois. Je pense qu'il faut savoir rester, en tout cas moi c'est ce que je me dis, quand ça arrive, moi je reste vraiment focus sur mon pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui compte pour toi? Et est-ce que cette personne-là ou cette personne-là qui te freine, elle t'est utile dans la vie ou pas? Et donc ça aide à être un peu moins blessé, ça aide à avoir un peu moins mal au cœur, parce que bien sûr que des fois ça peut être des personnes très proches, et que oui, ça fait souffrir, ça fait mal, mais que je pars du principe que s'ils ne sont pas capables de voir que maintenant, tu es quelqu'un d'épanoui, tu te sens beaucoup mieux qu'avant, c'est tout en fait. Je me dis que ce n'est pas mon problème, que c'est leur, mais que moi, je suis partie là sur mon TGV, je ne vais pas m'arrêter, quoi. Parce que justement, j'ai ce pourquoi et donc, ouais, c'est un gros travail vraiment sur soi-même pour se dire, qu'est-ce que j'y gagne finalement à perdre ces gens? Et ça, c'est très dur à se dire, mais c'est primordial de se dire qu'est-ce que j'y gagne derrière. Parce que si tu vois que ce que tu perds, c'est mort, quoi. Enfin, franchement, autant arrêter. Donc, il faut vraiment être focus sur le positif et être focus sur qu'est-ce que je gagne finalement en perdant ça ou en perdant cette personne. Je pense que c'est une des choses que j'essaye de faire à chaque fois qu'il m'arrive ça, en fait. Lors de ton parcours, tu as certainement dû faire des choix. Tu parles du choix de ton entourage, justement. Tu as peut-être aussi dû dire non. Quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Est-ce qu'il y a un exemple, justement, quelque chose à laquelle tu as dû renoncer pour pouvoir avancer? Ah oui, mais c'est purement financièrement, clairement. J'ai dû dire non et j'ai dû presque dire au revoir pendant un certain temps à un train de vie super, quoi. Parce qu'on était tous les deux en CDI, on avait un très bon salaire tous les deux. Je me suis retrouvée donc au chômage, je me suis retrouvée pendant des mois sans rien, même sans chômage, sans rien. Trouver vraiment à devoir payer des formations aussi, à crédit. Enfin voilà, donc oui, moi, ça a été vraiment renoncer à avoir un confort financier que j'avais vraiment auparavant, en me disant circuler pour mieux sauter, entre guillemets, c'est vraiment j'investis sur moi parce que je sais que derrière, ça fonctionnera. Et donc, ça a été vraiment de dire non à ma vie confort pour me dire, tu pars à l'aventure, tu sais pas où tu vas, tu connais rien à l'entrepreneuriat, tu connais rien au monde des conférences, mais tu y vas et obligatoirement, si mon pourquoi est aussi assez fort, ça fonctionnera. Donc, ça a été vraiment de dire au revoir à ça, quoi. Ça parlera à beaucoup, je pense. Tu nous as dit que tu t'étais fait accompagner sur la partie entrepreneuriale. Tu répètes aussi là que quand tu n'y connais rien dans l'entrepreneuriat, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui a été pour toi essentiel de développer au début et sur quoi tu as eu besoin de te faire accompagner sur la partie développement de ton activité, justement? Et finalement, ça n'avait pas été du tout sur tout ce qui est marketing, communication, tout ça. Ça a été vraiment sur tout un travail autour de qui je suis.
Parce qu'en fait, comment vendre quelque chose, vendre un service, si toi, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Et donc, ça a été un gros travail là-dessus, en priorité, pour que finalement, derrière, tout soit beaucoup plus logique. Parce que derrière, si toi, tu sais vraiment pourquoi tu le fais, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, bah, obligatoirement, la communication est beaucoup plus facile. Et c'est beaucoup plus fluide, entre guillemets, de vendre ton service. Et donc, ça a été vraiment ce travail-là, plus qu'autre chose. Et après, derrière, bien sûr, il y a tout le travail de visibilité que j'ai dû effectuer depuis un an, là, que j'effectue depuis un an. Tout ce travail de visibilité, ça a été laborieux parce que, comme je te disais, je suis une très, très grande timide. Parler sur les réseaux sociaux, c'était juste horrible pour moi. Faire des posts sur les réseaux sociaux, c'était juste impossible. Et faire des vidéos, encore moins. Donc, en fait, ça s'est fait vraiment progressivement. Au début, pour être visible, tu écris quelques posts. Et puis, voilà. Et en fait, quand tu appuies sur publier, tu es en panique totale. Et puis, à force, tu l'es de moins en moins. Et ça a été vraiment un long chemin jusqu'à ce que je publie des vidéos. Ce qui est pareil, pour moi, les gens n'imaginent même pas à quel point je suis vraiment timide parce que face à la caméra, j'arrive à donner change. Mais cette timidité, c'est tout. Elle est en moi, j'ai accepté et j'en fais une force maintenant. Mais de ce fait-là, quand tu es timide, les angoisses derrière, quand tu appuies sur publier, elles sont énormes. Tu te dis, mais oh là 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 là. Et puis, ça va être horrible. Il n'y a personne qui va regarder. Au pire, les gens vont se moquer. Donc ouais, ça a été dans le monde de l'entrepreneuriat de devoir se dévoiler, de devoir dévoiler qui je suis, de devoir dévoiler ce que je fais, pourquoi je le fais. Enfin, moi, quand j'étais salariée, on m'avait jamais posé ces questions. T'es éduque, t'as le diplôme, c'est parfait, allez, viens. Jamais on m'avait interrogé sur les vraies raisons qui font que je suis là à l'heure actuelle et sur pourquoi je te donnerais cette place ou pourquoi tu prends cette place. Jamais. Là, c'était tu dois faire ta place dans la jungle de l'entrepreneuriat, tu dois faire ta place dans la jungle des conférenciers et donc tu dois te différencier. Tu dois être unique parce que tu es unique. Et puis forcément, le syndrome de l'imposteur au début, il est là. Tu te dis, j'ai rien de plus qu'un autre, j'ai rien de plus qu'une autre conférencière, pourquoi il me prendrait plus moi parce que, voilà, il n'y a rien. Et donc, c'est tout un travail vraiment d'axer tout sur ses forces, vraiment. Parce que sinon, tu peux vite tomber dans le je suis nulle, je suis une merde, on va pas me prendre, pas plus moi qu'un autre. Lui, il est plus connu, elle est plus connue, elle fait plein de likes, moi, j'en fais pas. Enfin, voilà, tu peux vite partir dans ta tête dans des délires comme ça. Ça a été vraiment un travail aussi d'acceptation, de me montrer et d'accepter d'être vue. Ça, c'est pas facile d'accepter d'être vue. Et surtout, c'est pas facile d'accepter d'être vue quand on est une ancienne timide. Comme ça, on ne dirait pas. Je pense que ça va vraiment inspirer beaucoup de femmes. Enfin, pour une personne que tu nous disais au début, qu'en réunion, tu avais peur de parler, quand il y avait plus de 3 personnes, maintenant, tu montes sur scène, tu fais des conférences, tu as fait un TEDx, je pense que ça va révéler des talents. En tout cas, j'espère, si on peut au moins impacter d'autres femmes à faire pareil que toi, ce sera hyper intéressant. Oui, j'espère. Du coup, on va passer à la dernière partie qui s'appelle le funk des idées. Donc, le concept, en fait, c'est que je commence une phrase et que tu la finis de manière spontanée. Ça te va? Oh là là. Ouais, ça va. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Alors, avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que j'arriverais à parler devant plein de personnes, sur une scène, avec un micro, sans faire des E à toutes les phrases. le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était Reste dans ta vie en CDI, c'est nickel. En plus, tu as des enfants, donc reste là où t'es. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête? avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était Ah avant, j'y pensais même pas une seconde. Je pensais même pas que c'était possible. Donc, et le peu de fois où peut-être à la fin j'ai commencé à y penser, je me suis dit que c'était impossible, vraiment. Parce que justement, j'avais cette idée que j'étais en CDI et que fallait pas que je me mette dans la merde financièrement et que j'embarque toute ma famille avec moi. ma plus grande peur, c'était De pas y arriver du tout. De devoir repartir à ma vie d'avant que je ne voulais plus du tout en fait. quand j'étais petite, je rêvais que je serais Je rêvais que je travaillerais dans des orphelinats. Rien à voir avec le mot de la conférence. même si je suis une femme maman super occupée, je prends du temps pour moi Quand elles sont à l'école et donc je cours, je fais du piano, je lis. Ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy dans ton quotidien en ce moment, Hélène? D'écrire tous les jours, clairement j'adore ça, ça me rend super heureuse et donc à la fois d'écrire et à la fois d'apprendre énormément tous les jours parce que c'est un métier où je suis obligée de me mettre à jour de tout et donc je suis obligée de lire énormément et ça j'adore moi, j'ai toujours adoré apprendre, je pense que si je pouvais passer ma vie
à être étudiante, je passerai ma vie à être étudiante parce que j'adore ça, j'adore découvrir, que ce soit par Internet, par le biais de livres, par le biais de plein de podcasts, de vidéos, de plein de choses. J'adore ça et ça me rend ultra heureuse parce que ça me nourrit. Et de ce fait-là, quand plus tu es riche, plus tu peux donner. Du coup, sur la partie healthy, est-ce qu'il y a une habitude healthy de ta vie de femme, d'entrepreneur que tu veux nous partager? Et cela ne veut pas dire uniquement manger des salades. Hein. Je me suis remise depuis 3 mois à la course et je m'y tiens 3 fois par semaine parce que je me suis mis un objectif de semi-marathon l'année prochaine. Et donc, moi qui suis absolument pas sportive, mais alors pas du tout, je déteste le sport, c'est cool. En fait, je me rends compte que ça me fait un bien de fou pour le matin en général et ça me vide la tête et je suis bien toute la journée dans mon corps, dans ma tête. Je ne pensais jamais, en détestant le sport, me sentir aussi bien après avoir couru. Vraiment. Alors, une timide qui monte sur scène et une personne qui dit ne pas aimer le sport qui s'inscrit au semi-marathon. Semi-marathon ou marathon? Semi, c'est quand même une performance. Est-ce qu'il y a quelque chose du coup qui te rend funky aujourd'hui ou qui est funky que tu peux faire dans ton quotidien et que tu ne pouvais pas faire avant quand tu étais salariée? Ouais, chanter et danser. Et en fait, je fais ça. J'arrive mieux à apprendre ma conférence en chantant et en dansant parce que tout s'incruste mieux si je chante ou si je danse en faisant des mouvements. Et en fait, pareil, danser, je sais pas danser du tout, mais en fait, ça me en 5 minutes, quoi, ça peut me changer mon état d'esprit total. Je vais danser tout seul dans mon salon et chanter ou danser en parlant sur ma conférence. Alors là, ça c'est top, quoi. Chose que j'aurais jamais imaginé faire dans ma vie avant en tant que salarié. Et là, c'est juste génial de faire ça parce que pareil, ça me libère, je sais pas, sur plein d'hormones de bonheur. Mais j'aurais jamais osé avant faire ça. Chanter et danser comme ça, je n'aurais jamais osé. Et elle a osé et elle nous le partage aujourd'hui. C'est top. Du coup, est-ce que tu as un message final à faire passer, Hélène, une actualité? Alors, comme actualité, je vais passer donc documentaire à la télé à la fin de l'année 2022, donc sur le thème de l'adoption. Mais je commence aussi et j'ai avoir une nouvelle casquette de formatrice. Donc ça, c'est chouette parce que dans les prochains mois, ça y est, je vais me lancer aussi en tant que formatrice, donc ça, c'est super cool. Donc formatrice dans tout ce qui est enfance, développement de l'enfant, thérapie familiale, thérapie de couple, tout ce que j'ai fait en fait pendant 15 ans. Maintenant, je vais m'en servir en tant que formatrice, donc ça, c'est cool. Et puis, dispo pour faire des conférences en entreprise ou dans les écoles aussi, parce que je souhaite aussi faire dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs et les facs, parce que je considère que les 4e, 5e années, ce sera les futurs managers de demain. Et donc, de ce fait-là, s'ils peuvent déjà être sensibilisés, en tout cas, à remettre et à laisser l'humain au cœur de l'organisation, ça peut être top parce que quand on se lance dans le monde de l'entreprise à, je sais pas, 24, 25 ans, on n'a pas toujours toutes les billes. Donc, si mon intervention, elle peut les aider déjà à avoir des billes en management, ce sera top. Donc, voilà, disponible pour faire des conférences partout en France. Et j'en serais ravie de venir. Le message est passé. Où est-ce qu'on peut te trouver du coup? Alors, sur LinkedIn, sur TikTok, je fais beaucoup de vidéos. Sur YouTube, mais un petit peu moins. J'ai un site internet, donc www.helenlalou.com. C'est noté. Merci beaucoup pour ton énergie, Hélène, et toutes les pépites que tu as partagées. Je pense que ce sera inspirant et motivant pour toutes les personnes qui nous écouteront. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happysfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Funky au plus grand nombre.